Pour l'exercice 3 du chapitre mouvement dans un champ uniforme, on va reconnaître un champ vectoriel uniforme. Première chose, un champ est dit uniforme s'il garde en tout point d'une région de l'espace la même direction, le même sens et la même valeur. Par rapport aux figures qui sont données, si on prend les figures A et C, on voit ici que le vecteur champ, aussi bien champ électrique que le vecteur champ de gravitation, ne garde pas la même direction. On peut donc considérer que le champ n'est pas uniforme. Pour les deux autres cas représentés, eh bien, on voit que le vecteur champ électrique garde la même direction et le même sens. Entre les armatures d'un condensateur plan, on peut aussi considérer que la valeur du champ électrique reste la même. En ce qui concerne l'autre cas avec le champ de pesanteur terrestre, au voisinage de la Terre, on peut considérer aussi que la valeur reste la même. Le vecteur champ de pesanteur a de plus la même direction et le même sens. Dans ces deux cas, le champ est uniforme. Exercice 7. Caractériser le champ électrique entre les armatures d'un condensateur plan. Le schéma du montage est indiqué. Donc on a deux armatures chargées l'une positivement, l'autre négativement, donc avec une différence de potentiel. Ces deux armatures sont parallèles entre elles. Et si on représente le vecteur champ électrique, on sait qu'il a toujours une direction perpendiculaire aux armatures du condensateur. Par convention, le champ électrique est orienté de la charge positive vers la charge négative. Sa valeur est donnée par le rapport U sur D, U étant la différence de potentiel entre les deux armatures et D la distance qui sépare les deux armatures. On peut, avec les applications numériques données, calculer la valeur du champ électrique et il s'exprime en volts par mètre. La valeur est constante, la direction est perpendiculaire aux plaques à chaque instant, le sens est toujours orienté du plus vers le moins, le champ E entre les armatures d'un condensateur plan est donc uniforme. Et on peut le représenter de cette manière. Exercice 10, on s'intéresse ici à un champ de pesanteur uniforme. Alors, notre système, c'est le centre de masse d'une bille qui est soumise uniquement à son poids. Le référentiel est terrestre et il est supposé galiléen pour pouvoir appliquer les lois de Newton. Donc, si on fait le bilan des forces extérieures, on néglige tout frottement de l'air. On peut donc considérer que la bille n'est soumise qu'à son poids, c'est ce qui est donné dans l'énoncé. En appliquant la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures égale ma. Ici, somme des forces extérieures, ça se résume à P, donc ma égale P. P, on peut définir par le produit M fois G. On en déduit donc que A est égal à G. On est à ce moment-là dans le cas d'une chute libre. Donc on a l'expression du vecteur A par rapport au repère qui est donné, O, X, Y, identifié par les vecteurs unitaires I et J. On peut donner les deux coordonnées du vecteur A, AX et AY. Donc à partir de l'expression vectorielle, on a AX qui est égal à GX, AY qui est égal à GY. Alors l'intérêt d'utiliser des coordonnées, c'est que maintenant, on n'a plus du tout de relation vectorielle et ça sera plus simple pour pouvoir exprimer. Attention, les coordonnées sont des grandeurs algébriques. Ça peut dire que ça peut être positif ou négatif. Tout dépend du sens de chaque axe choisi. Alors, si on détermine la coordonnée g de x, on voit que si on projette le vecteur g suivant l'axe x, le point de départ et le point d'arrivée de ce vecteur coïncident. Cela implique forcément que g de x est égal à 0. Maintenant, suivant l'axe y, eh bien, le point de départ et le point d'arrivée ne sont pas confondus. On peut représenter GY et on voit que GY est de sens opposé à l'axe Y. La coordonnée GY sera donc négative. Par contre, la longueur de GY correspond à la longueur de G. On peut dire tout simplement que GY est égal à moins G. Si GY est égal à moins G et que GX est égal à 0,
on peut en déduire les coordonnées du vecteur accélération. Exercice 11, on nous demande d'exprimer le vecteur accélération. Ici, c'est pour une particule qui est placée dans un champ électrique qu'on peut considérer comme uniforme. Alors le système, c'est le positon, qui est une particule de charge petit e et de masse petit m. Le référentiel, c'est le référentiel de laboratoire ou encore référentiel terrestre, supposé galiléen. Et on nous demande dans un premier temps de représenter le vecteur champ électrique. Alors par rapport à la trajectoire de la particule, on voit que la particule monte le long de l'armature pour arriver à la fin de l'armature jusqu'au point S. Donc ça veut dire forcément que la force électrique qui agit sur la particule va être orientée vers le haut. Par définition, la force électrique, c'est le produit de la charge par le champ électrique. Comme la particule est positive, eh bien forcément, F et E sont des vecteurs de même sens, de même direction. On peut donc en déduire aussi la direction du vecteur champ électrique. Entre les armatures d'un condensateur plan, on sait que ce champ est uniforme, on peut le représenter à différents endroits. On peut même indiquer, même si ce n'est pas demandé, que forcément, comme par convention, le champ électrique va des charges positives aux charges négatives, forcément la plaque P2 sera chargée positivement, la plaque P1 sera, elle, chargée négativement. Maintenant que nous avons les caractéristiques du vecteur champ électrique, nous allons pouvoir répondre à la deuxième question pour exprimer le vecteur accélération de notre système. Alors d'après l'énoncé, la seule force qui agit sur le système positon est la force électrique. En clair, on néglige le poids. Ici, d'après la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures égale ma, avec somme des forces extérieures qui se résume à la force électrique. On peut donc en déduire le vecteur ma, sachant que Fe est égal à QE, et le vecteur accélération s'exprime par QE sur m. On a l'expression du vecteur accélération grâce au repère qui est donné. Avec les axes x, y, on va pouvoir trouver les coordonnées du vecteur A. Donc pour l'instant, eh bien, on remplace l'expression vectorielle par les expressions en coordonnées. Donc en coordonnées, le vecteur E, eh bien, il a pour coordonnées EX et EY. On aura donc AX et AY. Il n'y a plus de flèches, il n'y a plus de vecteurs, mais attention, les coordonnées peuvent être positives ou négatives, ce sont des grandeurs algébriques. Pour trouver les coordonnées de EX et EY, eh bien, on va projeter le vecteur E suivant les deux axes. Suivant X, le point de départ et le point d'arrivée de E coïncident. On a donc forcément EX qui est égal à 0. Si on projette suivant Y, eh bien on va avoir EY qui va être de même sens que l'axe Y. EY est donc positif. E étant vertical, on voit immédiatement que la longueur de EY correspond à la longueur de E, d'où EY est égal à grand E. On en déduit les coordonnées du vecteur A, donc AX égale 0, car EX égale 0, et AY est égal à QE sur M, parce que EY est égal à grand E. AY est positif, AX est nul, le vecteur A est donc vertical, orienté vers le haut. Exercice 13. Il faut identifier les conditions initiales à partir des schémas et choisir en fait celui qui correspond à la bonne position correspondante au vecteur OG0 et à la bonne position correspondant au vecteur initial V0. Alors, 4 schémas sont donnés. On peut se baser déjà sur la position OG0. On voit que d'après l'énoncé, x0 est égal à 1 mètre. Donc, par rapport au schéma, il y en a deux, uniquement deux, pour lesquels on a bien x0 est égal à 1 mètre, ce sont les figures B et D. Pour la A, x0 est nul, pour la C, x0 est égal à 2, donc ce n'est pas possible. On élimine les deux précédents et on garde B et D.
Donc pour faire le choix, il faut maintenant se baser sur le vecteur vitesse initial. Donc d'après l'énoncé, le vecteur vitesse initial a deux coordonnées. Une, c'est Vx0 qui est positive et l'autre correspond à Vz0 négative. Alors si on prend Vz0, on voit que pour le KB, Vz0 est négatif parce que Vz0 est orienté dans le sens opposé à Z. Et si on projette V0 suivant l'axe Z, mais dans la figure D, on voit que dans ce cas-là, Vz0 est positif. Donc, forcément, le KD est impossible. La seule représentation possible correspond au KB. Exercice 14, où il faut exprimer correctement le vecteur vitesse à partir des informations sur le vecteur accélération. Alors le vecteur accélération a pour coordonnées AX, AY, AZ dans le repère associé OIJK et on nous demande de déterminer les coordonnées donc, du vecteur vitesse à l'aide aussi des conditions initiales. Alors on sait qu'il y existe un lien entre le vecteur accélération et le vecteur vitesse, A égale dv sur dt. Rien ne nous empêche d'intercaler cette définition par rapport aux trois coordonnées de l'accélération. Donc on va pouvoir écrire effectivement, non plus cette fois-ci avec la relation vectorielle, mais que AX c'est la même chose que dvx sur dt, donc c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. De même, AY c'est la dérivée de Vy par rapport au temps, et AZ c'est la dérivée de Vz par rapport au temps. Grâce aux informations de l'énoncé, on connaît en fait les expressions et plus précisément les valeurs de chaque dérivée. On a les dérivées, donc dvx sur dt, dvy sur dt, dvz sur dt. Connaissant les dérivées, il faut qu'on remonte à la fonction vx, vy, vz. Donc dans le cas de dvx sur dt, ou même dans le cas de dvz sur dt, on voit que la dérivée est nulle. Forcément, la fonction est égale à une constante, qu'on notera, nous, C1 pour la première et C3 pour la deuxième. Par contre, pour AY, qui est égal à la dérivée de VY par rapport au temps, on voit que cette dérivée n'est pas nulle. Comme on dérive par rapport au temps est la variable, cela implique forcément que la fonction VY est égale à moins 6,2 fois t, plus une constante qui, quand on va la dériver, va s'annuler. Donc cette constante, on la note C2. Alors, on a les expressions pour les coordonnées de V. Simplement maintenant, il faut qu'on le calcule C1, C2, C3 grâce aux conditions initiales. Voilà, donc ces constantes, C1, C2, C3, vont pouvoir être calculées parce que dans l'énoncé, on nous donne les vitesses, les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant t égale 0. Voilà les valeurs. Donc maintenant, eh bien, on peut remplacer aussi par les valeurs qu'on a trouvées précédemment. Donc Vx à t égale 0, on a vu que ça correspondait à C1. Vy à t égale 0, on remplace simplement t par 0. L'expression c'était moins 6,2 fois t plus C2. Donc ici ça sera moins 6,0 fois 0 plus C2. En clair ça correspondra à C2. Et Vz à t égale 0 correspondra à C3. Par identification, à t égale 0, eh bien, on va pouvoir affirmer que C1 est égal à 0, vu que Vx0 est nul, que Vy0 à t égale 0, qui est égal à C2, eh bien, est égal aussi à 5 mètres par seconde, donc C2 correspondra à 5 mètres par seconde, et C3 correspondra à 7,8 mètres par seconde. On a les valeurs de C1, C2, C3, on peut donc en déduire les coordonnées du vecteur vitesse à n'importe quel instant. Voilà, les valeurs de C1, C2, C3 vont pouvoir simplifier en fait l'expression. Ce vecteur vitesse possède deux coordonnées non nulles dans le plan OXZ. En effet, Vy est différent de 0, Vz est différent de 0. On peut à ce moment-là affirmer que le mouvement s'effectue uniquement dans le plan OXZ.
Exercice 15, il faut maintenant exprimer le vecteur position. Dans l'énoncé, on nous donne le vecteur vitesse. Voilà, donc ça ressemble un peu à ce qui a été fait dans l'exercice 14, parce qu'on va faire le lien entre le vecteur position et le vecteur vitesse. Alors pour notre système boule de pétanque, on nous indique qu'à l'instant t égale 0, son centre de masse coïncide avec l'origine du repère. Dans un premier temps, on nous demande donc les coordonnées cartésiennes du vecteur position. Tout simplement, si à t égale 0, le centre de masse du système coïncide avec l'origine du repère, ça veut dire que ces coordonnées sont nulles. Donc OP0 a pour coordonnées x0 égale 0, y0 égale 0, tout simplement. Maintenant, à partir du vecteur vitesse, on va pouvoir trouver l'expression du vecteur position OP à n'importe quel instant grâce au lien qui existe entre vecteur vitesse et vecteur position. Donc V, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. On peut intercaler cette expression, cette définition, non plus en vecteur, mais avec les coordonnées. Donc Vx, qu'on peut encore écrire dx sur dt, sera donc égal à 6 mètres par seconde, et pour Vy, qui est la dérivée de y par rapport au temps, d'après l'expression, c'est moins 9,81 fois t moins 6. Donc pour Vx, la dérivée de la position par rapport au temps est égale à une constante, est égale à 6. La variable, c'est le temps. On peut donc affirmer que x correspondra à 6 fois t plus une constante qui, quand on la dérive, s'annule. Cette constante, on la note C1. Pour le deuxième cas, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a la dérivée qui a deux termes. Donc ça veut dire que la fonction, forcément, elle contiendra trois termes. Le premier terme s'exprime en fonction de la variable t. Donc la dérivée correspond à quelque chose en fonction de t. Ça veut dire que la fonction correspond à quelque chose en fonction de t carré. Quand on dérive t carré, on va obtenir 2t. Donc si on ne divise pas par 2, on trouvera moins 9,81 fois 2 au niveau de l'expression de Vy. Donc ça veut dire qu'il faut bien faire attention de bien multiplier par 1,5 pour que le coefficient 2 puisse s'annuler et qu'on retrouve bien une dérivée qui est égale à moins 9,81 fois t. Le deuxième terme, eh bien, la dérivée correspond à moins 6. Donc la fonction correspondante, qui a pour variable t, sera égale à moins 6 fois t. Il ne faut pas oublier d'ajouter une constante qui, quand on la dérive, s'annule. De la même façon que précédemment, les constantes d'intégration C1, C2 se calculent à partir des conditions initiales. Les conditions initiales, on les a trouvées précédemment avec OP0. Donc maintenant, on va pouvoir remplacer l'expression générale de OP à t égale 0 et ensuite faire une identification. Donc à t égale 0, bien x0 c'est tout simplement égal à C1 et y à t égale 0, tout ce qui est en t va s'annuler et il reste C2. Par identification, on a simplement C1 égale 0 et C2 égale 0. Le vecteur position a donc une expression x qui est égal à 6 fois t et y qui est égal à moins 1,5 fois 9,81 fois t carré moins 6 fois t. On peut simplifier encore avec moins 9,81 sur 2 qui correspond à moins 4,9. Voilà, et on a les coordonnées du vecteur OP.